Bien, bonjour. Merci d'être aussi nombreux. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est d'abord le trouble de personnalité limite chez l'adolescent, de quoi on parle au juste. Qui sont les adolescents ayant un TPL au Centre jeunesse de Montréal, parce que la recherche s'est déroulée ici. C'est pas vrai, il y a une cohorte aussi à Batcha. Mais bon, les adolescents en Centre jeunesse à Montréal, je devrais dire ça plutôt comme ça. Comment se différencient-ils des autres adolescents en Centre jeunesse et comment s'occupe-t-on de leur santé mentale? Alors, d'abord, le trouble de personnalité limite à l'adolescence, de quoi on parle au juste? Alors, est-ce qu'il y a des gens ici, même si c'est pas supposé d'avoir de questions, qui ont l'idée qu'on ne peut pas diagnostiquer le trouble de personnalité limite à l'adolescence? Personne. Alors, tout le monde, vous savez tous qu'on peut le faire. On estime la prévalence entre 1 et 3 % dans la population générale des moins de 18 ans. Ça demeure, c'est un diagnostic controversé, mais qui l'est de moins en moins à l'adolescence. On sait que parmi les adolescents chez qui on a posé le diagnostic et parmi ceux qui sont suivis pour d'autres troubles mentaux, c'est les adolescents qui présentent le fonctionnement psychosocial parmi les plus pauvres. C'est le trouble de personnalité qui est le plus associé aux conduites suicidaires chez les adolescents. En fait, il y a ce critère-là comme critère diagnostique. C'est le seul diagnostic où on retrouve les conduites suicidaires comme critère. Et ce sont aussi de grands utilisateurs de services. On estime, il y a une étude européenne, puis vous allez voir dans notre cohorte, ici, on a à peu près ces mêmes chiffres-là, et sinon plus pour les centres jeunesse, qu'il y a près de 80 % de ces jeunes-là qui auront été hospitalisés avant l'âge de 18 ans et qui auront vu en moyenne plus de 5 professionnels de la santé avant l'âge de 18 ans. Alors, pour le diagnostiquer chez l'adolescent, les traits doivent être là depuis au moins 1 an. L'adolescent doit répondre à 5 critères sur 9 du trouble. Ces manifestations doivent être envahissantes et durables et évidemment ne pas s'expliquer soit par un autre trouble mental ou dans le cadre du développement normal d'un adolescent. Des changements d'humeur, on voit ça chez les adolescents, chez la moyenne des adolescents, ça fait partie du développement normal, mais là on parle d'une intensité beaucoup plus grande. Donc des symptômes qui ne peuvent pas s'expliquer là, seulement par le développement. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que les manifestations du TPL sont assez semblables à celles qu'on retrouve chez l'adulte. Alors, peut-être rapidement, un rappel des critères diagnostiques. Je dirais le mot-clé avec trouble de personnalité limite, c'est instabilité. Alors, je vous présente le trouble par domaine d'instabilité. Alors, c'est des jeunes qui vont présenter une instabilité au niveau du comportement. Donc, il y a 2 critères diagnostiques associés au comportement, les répétitions et gestes ou idéations suicidaires, l'automutilation et l'impulsivité dans au moins 2 domaines. Ça peut être la boulimie, l'abus de substances, les conduites dangereuses. Instabilité de l'humeur. Il y a 2 critères diagnostiques. Les colères intenses, on les connaît bien, on les reconnaît bien pour ça. Puis c'est souvent ça qui va amener la famille à vouloir demander de l'aide. Et une réactivité marquée de l'humeur ou une instabilité, on va observer des changements d'humeur qui sont différents un peu du trouble bipolaire, qui vont être plus sur l'axe dépression-colère plutôt que euphorie-dépression. L'instabilité au niveau des relations interpersonnelles qui vont être instables, chaotiques, ça veut dire que c'est des jeunes qui vont changer souvent de groupe d'amis, qui vont être très intenses dans leurs relations. Alors, quand ils aiment passionnément, ils ont des relations fusionnelles, puis quand ils n'aiment plus, c'est déchirant, c'est marqué de beaucoup de disputes.
Et l'autre critère, c'est les craintes d'abandon qui est assez marqué aussi, puis qui va amener ces jeunes-là souvent à avoir de la difficulté à refuser des demandes. Par exemple, mettre un condom pour une jeune fille, consommer quand le groupe, avec la pression du groupe. Concept de soi, une identité diffuse dans les domaines de, par exemple, je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie, je ne sais pas si j'aime les garçons, si j'aime les filles. Sentiment chronique de vide aussi qu'on va retrouver chez ces jeunes-là. Confusion à propos des émotions, des pensées. Et le dernier domaine d'instabilité, c'est les cognitions. Il y a 2 critères diagnostiques. On va retrouver la méfiance, des idéations paranoïdes, mais qui ne sont pas de... En tout cas, chez l'adolescent, les adolescents que j'ai vus qui sont parfois un peu l'impression d'être suivis, l'impression d'être observés, mais ça va se dire beaucoup comme le sentiment d'être la victime des autres. C'est toujours moi qu'on blâme, alors le sentiment que les autres font exprès pour leur rendre la vie misérable ou les blâmer pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Vous êtes toujours sur mon dos. Les profs sont toujours sur mon dos, par exemple. Et des expériences dissociatives transitoires qui est, on va dire parfois aussi quasi psychotiques, mais ce qui est différent, c'est que c'est transitoire, puis ça va se vivre plus souvent comme de la dissociation ou de la déréalisation, de la dépersonnalisation. L'impression qu'ils sont dans un film ou qu'ils ne sont pas dans leur corps, mais d'une manière transitoire, en période de stress. Alors, juste une petite capsule sur les conduites suicidaires. Vous avez vu que ça prend 5 critères sur 9. Ça veut dire que 2 personnes qui ont un trouble de personnalité limite peuvent n'avoir en commun qu'un seul symptôme. Mais on sait que parmi les patients qui ont ce diagnostic-là, il y en a 80% qui ont le critère des conduites suicidaires. Il ne faut pas oublier que c'est une maladie. Moi je dis potentiellement mortel dans le sens où il y a de 8 à 10% des personnes qui ont ce trouble-là qui vont finalement compléter un suicide. Quand on fait des études d'autopsie psychologique, puis ça a été répliqué là, quelques fois, on retrouve chez des jeunes qui ont complété un suicide environ 30% qui présentent les caractéristiques d'un trouble de personnalité limite. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les conduites suicidaires vont apparaître plus tôt dans la vie chez les personnes qui ont un trouble de personnalité limite comparativement aux personnes qui présentent un trouble dépressif. Alors, quand on a un adolescent qui a des préoccupations suicidaires, on devrait avoir en tête, bon, ça n'exclut pas qu'il y a de la dépression, mais on devrait avoir en tête quand même, surtout des jeunes en bas de 15 ans, là, avoir cette hypothèse-là en tête. Alors, quels sont les adolescents, qui sont les adolescents qui ont un TPL au centre jeunesse à Montréal? Alors, on sait qu'il y a au Québec, là, au-delà de 13 000 adolescents qui sont suivis par les centres jeunesse. Et on estime que environ 50% ont au moins un trouble mental. Alors, ce n'est pas une quantité négligeable. Et on a très peu d'études sur les prévalences. On a une qui a été faite ici, là, je n'ai pas mis la référence, mais on estime parmi la clientèle hébergée qu'il y aurait 4%. Ce qui nous apparaît probablement très sous-estimé. Pourquoi? Je pense que c'est sous-estimé parce que il y a beaucoup de jeunes, en fait, il y a 90% des jeunes qui sont au centre jeunesse qui présentent plusieurs facteurs de risque associés au développement du TPL, comme la négligence, l'abus sexuel, psychologique. Et il y en a un tiers qui présente un des symptômes qu'on retrouve le plus souvent, c'est-à-dire les conduites suicidaires. Fait que de par leur présentation et les facteurs de risque, on est étonné quand même qu'on ne retrouve pas plus que 4% de ces jeunes-là dans les études. Je voulais vous parler un peu d'où
d'où j'arrive pour faire une étude comme ça. Moi, j'ai fait mon doctorat sur le tard. J'ai été pendant 30 ans clinicienne en psychiatrie, 20 ans en psychiatrie adulte, 10 ans en pédopsychiatrie. Puis j'étais à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Moi, j'étais à la clinique des troubles de l'humeur où on avait implanté le programme de thérapie comportementale, où on recevait essentiellement des dialectiques comportementales, où on recevait des adolescents qui avaient un trouble de personnalité limite. Et j'avais parmi les jeunes que je suivais, peut-être 2 adolescents sur 10 qui provenaient des centres jeunesse ou qui étaient suivis par les centres jeunesse. Et pour moi, c'était une anomalie. Puis on avait, dans les 10 ans que j'étais là, je pense que j'ai dû voir 3 garçons à notre clinique. Alors que les critères d'inclusion à notre clinique, c'était des conduites suicidaires au départ là, et symptômes dépressifs. Présenter des symptômes dépressifs. Évidemment, après 1 an de fonctionnement, on avait à peu près la moitié des jeunes qui avaient les caractéristiques d'un jeune avec un trouble de personnalité limite. Mais je me disais, bon, c'est pas normal qu'on n'ait pas plus de jeunes qui viennent des centres jeunesse et pas normal qu'on n'ait pas plus de garçons, compte tenu que ce sont eux qui sont le plus à risque de compléter un suicide. Hein? Les filles font 5 fois plus de tentatives. Mais les garçons complètent leur suicide beaucoup plus souvent. Donc, j'ai décidé de faire un postdoc avec la question comment il se fait qu'on ne reçoit pas plus de jeunes qui viennent des centres jeunesse. Dans notre clinique, c'était une clinique surspécialisée. Là, comment ça se fait qu'ils ne se rendent pas chez nous? Fait que c'est avec cette question-là que j'ai voulu mieux comprendre quels soins ils reçoivent les jeunes ici. Fait que je vais vous présenter des résultats qui proviennent de 2 cohortes. Là, il y a la cohorte projet postdoc. Alors, je vais vous dire comment on a recruté les jeunes, ou en tout cas les informations dans ce volet-là. Alors, j'ai fait une tournée des équipes en territoire, des équipes en hébergement qui avaient ces jeunes-là. Et je leur faisais une présentation sur le trouble de personnalité limite chez les adolescents. On a rejoint à peu près 375 intervenants, puis on leur demandait « Donnez-nous les jeunes que vous pensez dans votre caseload, le nom des jeunes et leur numéro de dossier des jeunes que vous pensez qui présentent soit un trouble ou vous avez une impression clinique qui a des traits de personnalité limite. » Alors, ça conduit, parmi les 1800 adolescents potentiels, il y en a 189 qui ont été identifiés par les intervenants. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de filles qui ont été identifiées, en fait le double de filles qui ont été identifiées par rapport aux garçons. Donc, après ça, j'ai fait une revue de dossier. On a distingué les jeunes qui avaient un TPL avéré, c'est-à-dire que c'était inscrit au diagnostic. Il y avait déjà un psychiatre, un médecin qui avait posé le diagnostic. Puis, on retenait les adolescents qui avaient un TPL probable, je veux dire TPL là, pour sauver du temps. Donc, qu'on pouvait retrouver là, 5 symptômes et plus en lisant le dossier. Puis, des fois, les intervenants identifiaient assez clairement là, les symptômes. Et on utilisait aussi un instrument qui s'appelle le Child RetroDib. C'est un outil pour identifier le TPL à partir d'une revue de dossier. Alors, parmi les 189, il y en a 119 qui ont été revisés. Puis, il y en a 91, finalement, qu'on a inclus dans l'étude, là, qui répondaient soit qu'il y avait un TPL avéré ou un TPL probable. Et il s'est avéré que l'impression clinique, là, ceux qui avaient été identifiés à partir seulement d'une impression clinique, il y en avait 78 % qui étaient adéquatement identifiés. Fait que les intervenants étaient assez bons. L'autre cohorte, elle vient du projet Access. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais c'est un projet auquel Lise et moi, on participe, qui vise à transformer les services en santé mentale à travers le Canada.
Et on s'intéresse dans cette étude-là aux populations vulnérables, notamment les jeunes qui sont en centre jeunesse. Donc, on a fait une démarche un peu semblable avec une cueillette de données un petit peu différente, mais pour des jeunes qui sont dans les secteurs d'accès. Il y a deux à Montréal, il y a deux secteurs qui sont le CLSC d'Orval-Lachine, c'était avant les CIS, là, puis les CIUS, d'Orval-Lachine et Parkex. Donc, on a à partir de ces secteurs-là, on a regardé, on a fait une revue de dossiers de... Attends, je vais vous mettre là. Il y a 200 dossiers qui ont été sélectionnés au hasard. Il y en a 100, au moment où j'ai compilé ces résultats-là, il y en avait 165 qui avaient été revisés. Puis, on a les mêmes critères d'inclusion, TPL avéré au dossier ou TPL probable. Là, le rétrodib n'a pas été fait, mais ceux qui avaient 5 symptômes et plus avaient été retenus. Fait qu'il y en a 68 additionnels qui ont été ajoutés pour finalement une cohorte là, de 159 adolescents, 85 filles, 74 garçons. Alors, pour ces adolescents-là, dans la revue de dossier, on regardait des variables cliniques. Bon, évidemment, les symptômes, mais est-ce qu'il y avait d'autres troubles mentaux qui avaient été diagnostiqués chez ces jeunes-là? Des variables psychosociales, leur trajectoire en centre jeunesse, les parents, est-ce qu'ils souffraient même d'un trouble mental, plus précisément aussi du trouble de personnalité limite, leur fonctionnement psychosocial, c'est-à-dire au niveau de la scolarisation, des activités criminogènes, bon, différentes variables de cet ordre-là. Et puis là, on a regardé aussi le contexte de demande d'aide. Donc, qui est le demandeur, le motif, quels étaient les services antérieurs, les services en cours, les refus, si les services avaient été cessés, est-ce que c'est parce que le jeune ne voulait pas poursuivre? On regardait en fait qu'est-ce qui déterminait que le service avait été arrêté. Alors donc, qui sont ces adolescents? Quand on regarde au niveau d'avoir un diagnostic confirmé, vous voyez que c'est beaucoup plus fréquent chez les filles. On n'est pas étonné. Dans la population clinique, on sait qu'il y a 80 qui sont des femmes, hein, chez les gens traités. Par contre, on sait que dans la population générale, les proportions sont équivalentes. Et vous voyez que les jeunes ici ont quand même, on pourrait dire, un TPL relativement sévère. Ils ont en moyenne, presque 7 symptômes sur 9. Ça veut dire le seuil est à 5, mais ils ont des symptômes bien au-delà de ça. Leur moyenne d'âge, 15 ans. On voit qu'il y a un petit peu plus de filles là, chez les minorités. Ce qu'on voit, la différence entre les garçons et les filles, c'est que les garçons qui ont un TPL sont beaucoup plus souvent hébergés que les filles et ont beaucoup moins de relations avec leur famille. Hein, il y a beaucoup plus de garçons qui n'ont plus du tout de contact avec leur famille. Alors, au niveau de la symptomatologie, au niveau des plus marquants, là, vous voyez quand même l'intensité, puis vous reconnaissez probablement les jeunes. Colère intense, hein, on la retrouve à peu près chez tous les jeunes qui ont ce critère diagnostic-là. L'automutilation est plus fréquente chez les filles. Les comportements suicidaires, c'est équivalent. Puis les idéations paranoïdes sont plus fréquentes chez les garçons. Mais on voit quand même que c'est des jeunes qui ont des symptômes assez préoccupants, hein, des symptômes qui menacent leur vie. Au niveau des difficultés psychosociales, bon, on voit quand même une grosse proportion, autour de la moitié, qui abandonnent l'école. Les fugues, on en parle beaucoup chez les filles dans l'actualité, mais elles sont très fréquentes chez les garçons aussi, et même plus. Il y a une différence entre les garçons et les filles au niveau des activités sexuelles précoces ou la prostitution, mais moi, j'ai l'impression que c'est moins rapporté chez les garçons. La sexualité précoce, entre autres. On s'inquiète moins de ça, probablement, chez les garçons. Utilisation de substances, on aurait pensé peut-être ça pourrait être plus élevé chez les garçons, mais il n'y a pas vraiment de différence. Fréquentation criminogène, par contre, c'est plus fréquent chez les garçons. Et les activités criminelles. Alors, comment se différencie-t-il des autres adolescents en centre jeunesse?
Alors, si on regarde, il y a une étude là, du ministère du MSSS qui a été publiée en 2007 qui avait regardé les pathologies retrouvées chez les jeunes hébergés. Là, ça concerne seulement les jeunes hébergés, mais si on les compare à notre cohorte hébergée, hein, on voit en orange, là, c'est les jeunes de notre cohorte. Si on les compare, on voit qu'il y a un nombre plus élevé qu'un autre trouble mental en comorbidité. Chez à peu près tous les diagnostics, sauf trouble d'adaptation, on n'est pas surpris de ça parce que c'est un trouble, je dirais, plus léger qu'on va diagnostiquer. Alors, on ne diagnostique pas des troubles légers chez des jeunes qui ont un TPL en apparence. Alors, on a comparé 3 groupes, des jeunes qui avaient troubles de personnalité. Donc, il y en avait 88. Puis, parmi ceux-là, il y en a 14 dont c'était le seul diagnostic. Ceux qui avaient moins de 5 critères du TPL et puis ceux qui n'avaient aucun trouble de santé mentale. Alors, au niveau des idéations suicidaires, vous voyez, les jeunes qui ont un TPL se démarquent d'une manière très, très importante. Inquiétude à propos de la maladie. Chez ceux qui sont diagnostiqués, les intervenants vont rapporter des préoccupations, mais c'est quand même, j'attire votre attention sur le fait que 40% de ceux qui n'ont aucun diagnostic, on est préoccupé de leur santé mentale. On va retrouver aussi, celle-là, je ne sais pas comment trop l'expliquer, quand même beaucoup plus d'intimidation, de rejet chez les jeunes qui n'ont pas de troubles mentaux. Et vous voyez, les troubles de conduite sont plus élevés chez les jeunes qui ont un TPL et souvent, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt aussi. Là, je vais y revenir. Il y a, bon, au niveau du sexe, il n'y a pas tant de différence que ça. Mais on peut voir quand même que le trouble mental chez la mère est plus élevé chez les jeunes qui ont un TPL et un TPL chez la mère est plus élevé aussi que chez les autres groupes. L'âge du premier placement, il n'y a pas tellement de différence. Où il y a beaucoup des plus grandes différences, c'est au niveau des placements en continu. Dans le spectre du nombre de placements, on voit que les jeunes avec TPL vont avoir entre 1 et 15 placements. Là. Alors, on a un nombre de placements qui peut être plus élevé. Le nombre de réunifications, et puis ça, pour moi, ça s'inscrit absolument dans l'instabilité des relations, hein, de 0 à 32 comparé de 0 à 3 pour les autres groupes. Alors, ça veut dire que c'est des jeunes qui... C'est la dynamique de ce trouble-là. On s'aime plus, on s'aime plus. Si on regarde le premier placement en nombre de jours, on voit aussi une différence assez spectaculaire avec les autres groupes. Ça veut dire qu'ils restent longtemps. Alors, comment on s'occupe de leur santé mentale? Alors, quand on a fait l'étude de dossier, pour la cohorte postdoc, puis en fait pour la cohorte Access aussi, moi j'ai regardé juste parce qu'on regarde l'ensemble des trajectoires, mais pour ce que je vais vous présenter, c'est qu'on a regardé dans les dossiers tous les services que ces jeunes-là ont eus, puis on a regardé le dernier qui était demandé, le plus récent. OK? Et pour cette demande-là, on a regardé, bien, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qui a demandé, c'était quoi le motif, pourquoi on a demandé des services, puis quel genre de réponse on a eu à cette demande-là. Alors, je vous montre une trajectoire relativement typique, moyenne des jeunes avec un TPL. Chaque petite boîte est un contact avec les services en santé mentale. Alors, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Ce qu'on constate, je ne vous présenterai pas de résultats là-dessus, mais que c'est des jeunes qui sont beaucoup évalués, sont beaucoup vus. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas vus. On ne peut pas dire qu'on ne s'en occupe pas en santé mentale. Mais ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'ils sont beaucoup évalués, mais peu traités. Alors, donc, je vous rappelle, moi, j'ai regardé, en fait, la dernière boîte. Les résultats dont je vais vous
je vais vous parler concerne la dernière boîte, la dernière fois où il y a des services qui ont été demandés. Mais si on regarde l'ensemble des deux cohortes, là, on ne peut pas dire que ces jeunes-là ne sont pas vus en santé mentale. Dans leur histoire de vie, il y en a 97 % qui ont reçu des services en santé mentale au moins une fois dans leur vie. Le nombre moyen de contacts, 6,75, ce qui est assez élevé. Dans la cohorte qu'on a regardée, là, sur le dernier épisode, il y en avait 46 qui n'avaient pas de service en cours avant, là, parce qu'il y en a qui ont des demandes, mais ils ont déjà des services ailleurs ou ils sont déjà suivis, mais ils se présentent à l'urgence. Et c'est la pédopsychiatrie qui est le service le plus souvent utilisé là, pour les jeunes ici. Alors, si on compare les jeunes qui ont un TPL avec les autres qui ont un trouble mental ou qui ont été diagnostiqués, ces jeunes-là vont beaucoup plus souvent à l'urgence. On les amène beaucoup plus souvent à l'urgence. Ils sont beaucoup plus évalués, comme je vous le disais tantôt. Ils ont plus de traitements en externe, plus d'hospitalisation et ça peut être un peu surprenant. Ils sont beaucoup vus au CLSC, alors qu'on dit quand même que le service le plus souvent rencontré là, chez l'ensemble, c'est la pédopsychiatrie. Alors, au niveau des contacts, on voit 8,3 contacts, donc c'est le double de ce qu'on retrouve chez les autres. Si on regarde plus spécifiquement ceux qui ont eu lieu après 12 ans, là, je ne vous parle pas juste du dernier épisode, là, mais si on regarde l'ensemble, l'étendue de ce qu'on retrouve chez les jeunes avec TPL, c'est de 0 à 25 contacts, ça peut imaginer. Donc, après 12 ans. Donc, le jeune, après l'âge de 12 ans, là, il y en a au moins un qui a vu 25 professionnels de la santé ou 25 équipes, qui a raconté son histoire 25 fois. Et proportion entre contact enfance-adolescence, ça veut dire que les autres, ils sont vus plus tôt dans leur vie. Les adolescents, le rapport est plus petit là, pour les adolescents avec TPL, ça veut dire qu'on les voit plus tard, ces jeunes-là. Nombre de contacts pendant la prise en charge, si on regarde combien il y a eu de prise en charge à partir du moment où ils ont été pris en charge par les centres jeunesse, parce qu'on regardait là, même ce qui se passait avant, c'est plus élevé aussi chez les jeunes qui ont un TPL. Alors, si on regarde parmi toute la cohorte de jeunes qui ont un TPL avéré ou probable, il y en a 89 % pour qui il y a eu des services de demandés. Il y en a 11 % pour qui ils ont tous les symptômes quand on regarde leur dossier, mais il n'y a pas eu de service en santé mentale de demander pour ces jeunes-là. Quand on regarde, qu'est-ce qui différencie ceux pour qui on a demandé de ceux pour qui on ne demande rien? Il n'y a pas de différence selon l'âge, le sexe, l'ethnicité, même pas les symptômes du TPL, même pas le nombre de symptômes du TPL, même pas le fait qu'il pourrait avoir un autre trouble mental. Alors, ça veut dire c'est pas trop clair pourquoi certains vont avoir accès à des services ou certains pour qui on va penser qu'il faut demander de l'aide pour ce jeune-là versus ceux pour qui on ne demande rien. Je vous dirais, ça c'est impressionniste, là, mais ce qu'on a entendu plusieurs fois, les et moi, quand on a rencontré les équipes, c'est qu'on entendait les intervenants. On ne demande pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, on va se faire virer de bord. Fait qu'il y a comme une espèce d'impuissance apprise chez les intervenants qui ont vécu souvent des déceptions quand ils ont mobilisé là, des énergies ou la famille pour avoir des services. Alors, si on regarde notre groupe de 89 %, on trouve que 80 % d'entre eux, là, la demande était associée à des symptômes liés au TPL. Ça veut dire qu'il y en a 18 % pour qui on a demandé des services, mais qui n'avaient pas de lien avec le trouble de personnalité limite. Les raisons les plus fréquentes pour demander des services en santé mentale, c'était soit idéation, conduite suicidaire,
agressivité, problème de comportement. Fait que quand ils sont dans les centres jeunesse, là, qu'est-ce qui va faire qu'on va aller demander de l'aide? C'est le plus souvent ces raisons-là. OK. Alors, si on regarde maintenant nos 89 %, qu'est-ce qui arrive quand on demande de l'aide? Comment ça se départage? Alors, il y en a 12 %, on va demander de l'aide, mais il n'arrivera rien. Hein, il y a quelqu'un là, qui dit « Bon, on prend rendez-vous, puis finalement, on prend rendez-vous en pédo, ou CLSC, peu importe. Finalement, le jeune, il ne va pas, on ne trouve plus de traces dans le dossier, on ne donne pas suite, il y a comme rien qui est arrivé. Il y a quelqu'un qui a dit « Il faut demander », puis il n'y a rien qui est arrivé, dans 11 %. Fait que, donc, ils n'ont pas de service, finalement, ce groupe-là. Il y en a presque 20 % qui vont avoir soit une évaluation ou une intervention de crise, ou les deux, évaluation, intervention de crise, mais on leur offre rien après ça. Hein, je vous ai dit tantôt, c'est des jeunes qui sont beaucoup évalués. Donc, vont à l'urgence, par exemple, évaluer, congé, avec rien d'autre. Le troisième groupe, c'est évaluation, intervention de crise, mais avec recommandation ou référence. Recommandation, c'est continuer votre beau travail au centre jeunesse. Peut-être faudrait être vu, faudrait aller dans une ressource en dépendance ou référence. Bon, on t'a évalué, peut-être qu'on faudrait que tu ailles à Pinel pour une évaluation de dangerosité. Fait qu'on n'offre pas de traitement, on offre une évaluation supplémentaire. Donc, quand même, une grosse proportion des jeunes, ça va être ça. Fait que vous voyez, à date, il n'y a personne qui a eu un traitement. Il y en a 28 % à qui on va offrir un traitement autre que pour le TPL. C'est-à-dire, il y a il y a quand même une présentation avec des symptômes du trouble de personnalité limite qui les amène à consulter. Puis on va dire, bon, OK, on prescrit une médication pour le TDAH. Donc, on va traiter un autre trouble, on va traiter autre chose. On va offrir quelque chose, mais qui n'a pas beaucoup de lien avec le TPL. Puis finalement, pour 4 % seulement, on va offrir un traitement pour le TPL. Maintenant, il faut dire que des traitements spécifiques pour le TPL, il n'y en a pas tant que ça à Montréal. Hein, vous êtes au courant qu'il y en avait une équipe spécialisée pour les adolescents au Douglas, je pense, qui offre plus le programme. Puis, il reste Rivière-des-Prairies. On a quand même regardé dans les dossiers, parfois, c'est pas nécessairement une approche spécialisée, reconnue, mais des fois, les rapports indiquaient que c'était spécifiquement le TPL qui allait être traité avec les composantes qu'on connaît qui sont des éléments pertinents là, à traiter. Mais malgré ça, on avait seulement 4 %. Et je vous dirais, j'ai vu récemment une étude, ça correspond à peu près à ce qu'on voit dans la population générale, c'est-à-dire que les jeunes en centre jeunesse, ils ne se différencient pas probablement par rapport à... Parce que moi, j'avais une de mes hypothèses quand j'étais à Rivière-des-Prairies, je me disais, comment ça fait qu'on n'a pas plus de jeunes qui viennent des centres jeunesse? Ça veut dire qu'on les refuse, mais... puis, je ne vous cacherai pas que j'étais assis dans l'équipe, hein, je voyais qu'est-ce qu'ils faisaient. Quand c'est trop compliqué, hein, des fois, le jeune, il ne fit plus dans les critères, finalement. Bon, donc, ça veut dire qu'on va avoir au total seulement un tiers de ces jeunes-là à qui on va offrir un traitement, qui n'est pas nécessairement le meilleur traitement pour eux, mais on va leur offrir quelque chose. Alors, si on essaie de voir qu'est-ce qui va prédire que parmi là, ceux qui vont solliciter des services, qu'est-ce qui différencie ceux qui reçoivent quelque chose de ceux qui ne reçoivent rien? Alors, il n'y a aucune variable clinique, psychosociale ou liée à la trajectoire dans les variables qu'on
qu'on a colligées qui pouvaient prédire l'obtention des services en santé mentale. Ça veut dire d'avoir tel symptôme du TPL, d'avoir telle pathologie associée, d'avoir des parents qui ont un TPL, d'avoir des activités criminogènes. C'était pas associé au fait de recevoir ou non. Et c'est quand même surprenant. Hein? Ça voudrait dire que c'est totalement aléatoire de recevoir un traitement ou pas. Moi, je pense qu'il y a peut-être, ça s'explique peut-être parce qu'il y a une variable qui n'est pas dans celle que j'ai ramassée ou qu'on a analysée, c'est que ça dépend où tu consultes. Parce que là, on a regardé, au fond, là, juste les variables associées au jeune puis à son contexte, mais je pense que probablement la variable importante, c'est le milieu de soins. C'est où on sollicite les services. Par contre, ce qui prédit que tu ne recevras pas un traitement, ça, on a trouvé des associations. En fait, c'est quand il y a des symptômes internalisés, en majorité, peur de l'abandon, instabilité de l'humeur, idées paranoïdes et l'abus de substance. Mais l'abus de substance, ça, c'est pas une surprise non plus. Quand j'étais en adulte, puis en pédo, c'est la même chose. Un jeune qui présente un abus de substance, typiquement, la réponse, ça va être on va commencer par traiter l'abus de substance, ben il va. Puis quand il va en abus de substance, ben là, il faut traiter le trouble mental. Fait que le jeune se promène, finalement, il n'obtient rien. Mais ça, on n'est pas trop surpris d'avoir trouvé ça. Par contre, c'était vrai uniquement chez les garçons. L'ensemble de ces critères-là. Fait que ça veut dire que quand on est un garçon puis qu'on a des craintes d'abandon, des symptômes plus internalisés, on a peu de chances de recevoir des services. Les symptômes externalisés prédisent pas, il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles, ne prédisent pas qu'on va en recevoir, puis prédisent pas qu'on n'en recevra pas si on les a. Mais les symptômes internalisés peuvent... ce qu'on voit, c'est qu'ils vont passer inaperçus. Alors, ce qu'on constate, c'est que la majorité des jeunes là, qu'on a regardés à partir d'impressions cliniques ou même ceux qui étaient diagnostiqués là, atteignent le seuil clinique d'un trouble de personnalité limite et bien au-delà. Hein. Ils ont une présentation du trouble de personnalité limite qui est quand même assez sévère. Puis ce qu'on voit, c'est que les orientations thérapeutiques qui sont offertes là, en première ligne, en pédopsychiatrie, dans les services en santé mentale, tiennent rarement compte de cette pathologie-là. On voit aussi qu'il n'existe pas de voie normalisée d'entrée dans les soins en santé mentale. 33% des premiers contacts, c'est l'urgence. Mais ça veut dire qu'avec cette clientèle-là, la recherche d'aide, elle va se faire sur un mode d'urgence. Puis on n'est pas surpris, ce sont des jeunes impulsifs qui ont des comportements très inquiétants. Alors, ça va souvent se passer comme ça. Puis comme on sait que c'est une clientèle aussi qui adhère pas facilement au service, ils continueront pas en clinique externe ou dans un traitement là, ils ne s'engageront pas dans un traitement, puis la prochaine fois, ça va être encore sur un mode d'urgence. Fait qu'ils ont ce mode de consultation-là. Puis il y a quand même 9% des contacts, ça traduit aussi la même idée, là, qui est demandée par la police ou un juge. Donc, c'est la loi qui va faire en sorte que, ou des comportements inquiétants qui vont faire en sorte que on va demander de l'aide pour ces jeunes-là. Ce qu'on voit aussi, c'est que la trajectoire des jeunes qui ont un TPL semble plus chaotique quand on regarde là, les différents, les petites boîtes là, pour chaque jeune. Il va avoir beaucoup d'allers-retours, des soins concomitants, c'est-à-dire ils sont vus à deux endroits en même temps, ils font du ping-pong. Il y a une jeune, je pense qu'elle a été vue dans tous les hôpitaux qui donnent des services à Montréal aux enfants. Donc, beaucoup de contacts, puis beaucoup d'incohérences dans... C'est rare, là, des belles trajectoires où il y a une évaluation, on a bien identifié le trouble, il y a un traitement. Je pense qu'on en a vu peut-être une analyse comme ça.
Ce que ça nous dit aussi, c'est que peut-être il faut porter une attention particulière aux symptômes internalisés chez les garçons. Bon, on le sait, les garçons parlent moins, vont moins décrire, mais on n'a pas peut-être on n'a pas tendance à les investiguer aussi. Moi, je pense aux craintes d'abandon, entre autres. On va peut-être voir plus ce qui est associé à ce symptôme-là, c'est ce qui est plus externalisé. Fait que des crises de jalousie, de la violence avec les conjoints. On voit même là, chez les adultes là, des meurtres des conjoints qu'ils ont laissés. Mais on voit l'agir, mais peut-être on ne conceptualise pas suffisamment ces comportements-là comme une détresse, comme quelque chose de plus internalisé. Ce qu'on a vu aussi, c'est que la majorité des demandes des services sont effectuées par des intervenants en centre jeunesse. Ce qui est... ça veut dire qu'on a ces jeunes-là, les familles sont souvent en difficulté, donc il n'y aura pas eu grand-chose qui a été fait au moment de l'apparition des premières difficultés par la famille, parce que c'est des familles qui ont de la difficulté à assumer ce rôle-là. Donc, ça va commencer à se passer quand ils arrivent au centre jeunesse pour ces jeunes-là. Bon, je l'ai dit tantôt, en même temps... Bon, peut-être comme c'est les intervenants en centre jeunesse qui vont demander pour ces jeunes-là, puis vous avez vu le type de réponse qu'on obtient, ça veut dire que peut-être il faut apprendre à mieux décrire dans le même langage que les psychiatres qui vont évaluer la symptomatologie. Parler des mêmes mots. Peut-être ici, on parle plus des troubles de comportement. Troubles de comportement, là, les psychiatres n'aiment pas ça, ils bouchent leurs oreilles quand ils entendent ça. Fait qu'il faut peut-être trouver des façons différentes de leur parler des difficultés des jeunes qui sont ici. La réalité, c'est qu'il y a quand même peu de traitements disponibles. Puis ça veut dire aussi que, en tout cas, actuellement, ils reçoivent pas beaucoup le bon traitement là, dans les services de santé mentale. Fait que ça veut dire que leur prise en charge est essentiellement ici. C'est-à-dire la réadaptation qu'on va faire avec ces jeunes-là, elle se fait essentiellement ici. Fait que ça veut dire, parce qu'on sait que si on ne fait pas les bonnes choses avec ces jeunes-là, non seulement on ne les aide pas, mais parfois on empire la situation. Donc, ça prend des pratiques qui sont basées sur les données probantes, sur ce qui fonctionne avec ces jeunes-là. On sait là, qu'il y a entre 50% puis nos données Access. Je vous ai dit au début de la présentation qu'on estime qu'il y a à peu près 50%. L'étude du ministère estimée à peu près à 50%. Les jeunes ici qui ont un problème de santé mentale, mais ce qu'on voit, les émois dans l'étude Access, c'est qu'on est plus dans l'ordre de 80%. Alors, c'est quand même troublant parce que les centres jeunesse, c'est pas un milieu pour traiter les problèmes de santé mentale. C'est pas ça le mandat des centres jeunesse. Puis, qu'il y a 56% des parents aussi, dans une étude que Lise a réalisée, qui souffrent d'un trouble mental aussi. Alors, les problèmes de santé mentale, là, c'est le pain quotidien maintenant des gens qui travaillent dans les équipes. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer au début de la présentation, puis je voulais revenir avec ça. Fait que quand j'ai commencé, avant que je m'en vienne ici au centre jeunesse, je traitais des jeunes, certes écorchés, à la clinique. Mais j'avais le sentiment que je voyais ceux-là, mais qu'il y en avait certainement beaucoup d'autres qui avaient besoin d'aide, qui ne la recevaient pas. Je vous dirais, mes résultats vont pas mal dans ce sens-là. Puis dans la forêt, il y a les jeunes en centre jeunesse, mais il y a beaucoup les garçons aussi en centre jeunesse. Vous vous souvenez, au début de la présentation, je vous ai dit, ils ont été très peu identifiés par les intervenants. Les filles, on les voit, mais les garçons, on les voit, ils sont pas très, très vus. On voit d'autres choses, mais pas le trouble de personnalité limite.